Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 16 octobre 2022. Vous avez été quelques-uns au cours du week-end à me parler des deux vidéos que j'ai commises sur Abby Warburg. L'atlas mnémodique vous a vraiment interpellé, visiblement. Et j'ai fait une sorte d'incursion aussi du côté des French and Indian War. Et je vous ai promis de vous montrer une, une pile de livres consacrés au sujet en anglais. Et ça demeure étonnant car le lien entre la French Indian War, qui au fond pourrait être par en fait, c'est le pacifisme autoproclamé et défendu ad nauseam des Québécois, qui est un lieu commun, un fait communément admis, indiscutable. Or, peut-être que c'est le genre de, non pas de mythe, mais peut-être que c'est le genre de réalité que l'on se crée soi-même, mais surtout qui nous a été imposé par le vainqueur. La majorité des historiens, quand ils parlent de la défaite des Français en 1760 sur les plaines d'Abraham, parlent de la guerre de conquête. C'est une conquête pour la couronne britannique, pour le régime britannique. C'est une conquête. Mais pas pour nous. Pas pour nous du côté des vaincus. C'est une défaite. Et les historiens américains, comme je le soulignais hier, eux, parlent de la guerre franco-indienne. The French and Indian War. Et là, tout à coup, on se retrouve, on revêt un caractère menaçant, dangereux, cruel, voire que nous ne nous connaissions pas. Cette image de nous-mêmes, avec nos alliés autochtones, et desquels nous avons beaucoup appris les techniques de guerre, que ce soit l'art de l'embuscade, ou le camouflage, ou les guerres éclairs. On ne dira rien aussi par tous les rituels que les autochtones, que les nations autochtones usaient avant de livrer bataille, calumet de la non pas calumet de la paix dans ce cas-ci, en fait le calumet de la paix avait été, on y avait renoncé, peinture de guerre, chant de guerre, un rituel purificateur par le tabac, analyse des songes, rêve prémonitoire. Tout un esprit qui n'est pas non plus de la pensée magique, comme les anthropologues avec un regard colonial ont analysé ou ont vu en fait, ou prélogique, tel que l'a défini Lévi-Brul. Non, c'est un langage en soi, avec ses codes, sa mythologie, sa culture, et ce n'est peut-être pas un fait de civilisation occidentale, assurément, mais c'est tout à fait riche et c'est une pensée autre. Et où le corps et l'expression du corps est extrêmement importante. La danse, entre autres. Les diverses danses. Chez les Hopis, la danse de la pluie, la danse du soleil, qui ont été interdites aux États-Unis jusqu'au 1920-1930 peut-être. Carrément interdites. Et il y a beaucoup de rituels culturels, qui ont été réprimés par des lois liberticides aussi du côté
des peuples d'origine africaine qui vivaient sur le continent américain. De la même manière qu'on a interdit en Ontario l'apprentissage de la langue française jusqu'aux alentours de 1910-1920. Il y avait même, du côté près de la frontière canadienne, il y avait même des membres du Ku Klux Klan qui livraient une guerre aux Canadiens français qui s'étaient installés en grand nombre en Nouvelle-Angleterre, fuyant la misère, la pauvreté, organisée par le régime britannique. Alors, vous allez me dire, oui, c'est quoi le lien avec Aby Warburg? Évidemment, je le cherche moi-même, soyons francs. Je le cherche, mais je sais qu'il y en a un. Oui, il y a la filière Hopi, ça c'est clair. Il y a donc, il y a Fabienne qui me fait un petit signal d'approbation. Alors oui, il y a la filière Hopi, il y a la filière Sioux que j'ai évoquée hier avec Marcel Jousse, qui ont... les deux, en fait, ont fait des découvertes qui sont à peu près similaires. Et Warburg a essayé de trouver le lien qui existait entre les diverses formes d'images. Le fil conducteur qui pouvait les relier au niveau de la symbolique. Warburg a été guéri par une analyse qu'il a fait du rituel du serpent. Alors j'aurais envie de dire, oui, dans la bibliothèque de Warburg, il y a quelque chose de l'ordre du chamanisme qui est apparu. Et ce chamanisme fondamental a peut-être permis à Warburg de se libérer de la folie et de la logique occidentale. Alors c'est là peut-être le lien entre la French Indian War, vous allez me dire, oui. La French Indian War a été un grand moment de l'histoire du Québec, de la Nouvelle-France. Un moment extraordinaire, cruel, violent, intempestif, inimaginable aujourd'hui à nos esprits à la fois pacifiés, endormis, à la fois, j'aurais envie de dire, paralysés par un usage abondant et exagéré de production d'images industrielles. La colonisation des esprits par l'image. Et que la bibliothèque, au fond, ça pourrait être la création d'un nouvel ordre à son usage personnel. Il faut échapper au formatage, il faut échapper à la capture des cerveaux. Comment on fait ça? On fait ça en se dotant d'une petite centrale d'images personnelles, en se fabriquant son propre vecteur d'image à soi. Image à soi que l'on crée, que l'on sécrète, que l'on fait apparaître dans un espace qui est le nôtre, notre bibliothèque. Laquelle bibliothèque on va retrouver des textes qui ont des traces d'oralité. Les premiers textes bibliques, les premiers textes de l'Ancien Testament étaient assurément transmis par la parole, par l'oralité. La prière elle-même, les grands priants qui psalmodient, j'ai souvenir que aux premières semaines de la pandémie, lorsque je rendais visite à Feu, ma mère, qui vivait en territoire non cédé acidique, un soir, avant le couvre-feu, avant la période dite du couvre-feu, on a vu cette scène absolument inimaginable, au fond, dans le contexte pandémique, d'un jeune juif acidique
qui récitait sa prière au coin d'une rue en bougeant. En bougeant peut-être comme les rappeurs, en bougeant comme les guerriers Sioux, en bougeant comme ce langage du corps primordial, antérieur même à la parole, mais qui est un langage en soi. La bibliothèque également, c'est ça qui a permis à Abby Warburg, c'est la création de sa bibliothèque, qui lui a permis d'échapper à la psychose. Nous, appartenant au monde 2, c'est-à-dire au monde de l'écriture, mais n'appartenant pas au monde 3, c'est-à-dire des vecteurs cybernétiques. J'ai perdu mon idée. Ah oui. Notre bibliothèque, la fondation de notre bibliothèque ne nous permet pas d'échapper à la psychose, parce que sans doute nous ne sommes pas malades à ce point-là, mais nous permet d'échapper à la normose, à cette maladie de la normalité. Normalité qui fait de telle sorte qu'un nombre inimaginable de nos concitoyens passe en moyenne 70 heures devant les écrans et consomme de manière monstrueuse des téléséries. L'image de Matrix nous vient immédiatement à l'esprit, évidemment. Pas tant qu'il y aurait deux réalités, mais qu'au fond, la chair humaine, l'énergie humaine serait devenue des piles pour faire fonctionner les machines. Notre sang est là pour faire fonctionner les robots, qui à leur tour formatent l'univers dans lequel nous périssons. Abby Warburg était malade de la civilisation. Il était malade de la civilisation occidentale. Comme nous le sommes. J'aurais envie de dire, nous devons nous considérer, peut-être pas comme de très très grands malades, mais assurément nous devons nous voir comme des êtres souffreteux, douloureux, en manque, inapaisés, insatisfaits, mécontents, dont la puissance de désir est entravée par la culture de masse, dont il est bon ton aujourd'hui chez les intellectuels, du moins ceux qui se piquent d'être des intellectuels, de ne pas mépriser. La vie, elle est longue, contrairement à ce qu'on dit. Elle est même interminable. Mais il faut en faire un bon usage. Surtout, je pense que l'idée que beaucoup de gens commencent à avoir de ce qui est en train de se dérouler, c'est que peut-être nous sommes entrés dans peut-être pas la fin du monde, mais assurément la fin d'un monde. Et on le voit bien, les difficultés, les catastrophes s'enchaînent les unes aux autres. Moi, je ne crains pas de dire que nous sommes dans une crise systémique. Et où les personnes devront faire un choix quant à leur motivation, leur objectif et leur désir. Et la bibliothèque, c'est un vecteur de désir. Alors oui, la Borghese disait que les solutions ne sont pas dans le livre que l'on retrouve sur les rayons, mais sur le livre d'à côté. Et c'est ça aussi, j'aurais envie de dire, et ainsi de suite. Le livre d'à côté, dans le cas d'Abby Warburg, dont vous avez été quelques-uns à m'entretenir, j'ai été très étonné de cette découverte que j'ai faite dans une librairie autre. Et même l'un d'entre vous l'avait vu en vitrine et s'était proposé d'aller le chercher lorsque, en bon libraire aguerri, j'ai été plus rapide. Et comme je le mentionnais à Luc,
eh bien, il était lui qui est aussi un fou de livres. Il savait qu'il ne fallait pas le laisser passer. On sait ça aussi. Le, le bibliomane, le bibliophile, c'est aussi un chasseur. C'est aussi un pisteur de grands bisons conceptuels. On les entend, on entend le fracas des sabots. On entend la terre trembler. Alors non, moi je ne me qualifie pas ni de professeur, ni même d'intellectuel. Mais soir après soir, je tente d'offrir aux gens qui écoutent mes vidéos, qui regardent mes vidéos, qui regardent même mes gesticulations, une pensée, en fait, je mets le mot pensée, soit entre guillemets ou en italique, un balbutiement de pensée, une tentative de pensée, un essai, autrement dit. Parce que bien souvent, je ne sais pas trop de quoi je vais vous entretenir, mais je sais que les livres sur les rayonnages qui sont autour de moi m'entraînent dans une spirale, m'entraînent dans une sorte de maelstrom où les images, les symboles se renvoient les uns aux autres. Étant donné que plus personne ne peut légitimement concevoir être un fabricant de systèmes, nous sommes traversés de toutes parts, à la fois par des stimuli, à la fois par des affects, et surtout, nos bibliothèques deviennent des foyers d'images à soi. Et ce qui donne une coloration, ce qui donne un chatoiement, une puissance à nos existences. Alors, je vais vous montrer. Alors oui, dans le cas de l'Éthos québécois, nous avons refoulé nos grands exploits guerriers, innombrables. Nous avons refoulé que les Américains et les Britanniques, avant de devenir des Canadiens, ont redouté nos redoutables incursions avec nos alliés autochtones. Alliés autochtones qui, dans la très grande majorité, étaient des alliés des Français. Il y a eu, dès le départ, il y a eu des malentendus, évidemment, des malentendus très importants entre les deux peuples, mais il y a eu quelque chose aussi qui s'est passé. Il y a eu une rencontre. La rencontre a eu lieu. L'adaptation au territoire, c'était impossible. Tous les manuels scolaires, même les manuels scolaires coloniaux, nous ont expliqué, les manuels scolaires coloniaux de l'enfance nous ont expliqué, évidemment, il y avait le mauvais indien, c'était celui qui était du côté des Anglais, mais le bon nous avait permis de survivre, en nous guérissant du scorbut, en nous offrant des nourritures qui étaient adaptées au nouveau territoire, en nous offrant des remèdes, en nous proposant des plantes médicinales, en nous offrant aussi un nouvel imaginaire, en nous offrant des langues, les coureurs de bois qui ont essaimé à travers l'Amérique, qui parlaient tous un nombre important de langues autochtones. Les premiers manuels, ont été rédigés à des fins à la fois de propagande, de compréhension. Les premiers manuels en langue autochtone ont été rédigés par les jésuites. Parfois aussi par certains franciscains. Évidemment, dans un désir de colonisation et dans un désir d'aller chercher de l'argent auprès de la maison mère, la France, auprès de la petite noblesse.
qui voyait d'un bon œil l'évangélisation des peuples autochtones. Alors oui, ce refoulement m'apparaît important et je demeure étonné que si on se place du point de vue de l'adversaire, de celui qui nous a combattus et hélas vaincus, nous formions avec les Premières Nations un peuple redoutable. Et je pense aujourd'hui, j'aurais même envie de dire que même l'élection de la CAQ, ce qui faisait dire un commentateur politique bien connu, les caquisto-péquistes ou les piquisto-caquistes, on a en quelque sorte, d'une certaine manière, ceux qui défendent la notion d'identité, en tout cas, francophone, eh bien, nous avons repris le pouvoir, tout simplement. Mais d'une manière imprévisible pour tout le monde. Et je demeure merveilleusement épaté que le parti politique qui a remporté le pouvoir au Québec le 3 octobre dernier est au sein de sa députation et sans doute au sein de son cabinet ministériel la première femme autochtone élue au Parlement, une Innu. Et pour moi, ça a été le grand moment de cette soirée. Bon. On peut juger, dire oui, c'est encore un truc de représentativité symbolique qui n'aura pas d'effet tatati-tatata. Mais c'est ne pas comprendre, je pense, ce qui s'est joué depuis le début de la colonie. Au fond, cette élection-là, elle est en droite ligne avec l'éthos tissé, macramé du peuple québécois. On se gauze de ça du macramé. On se gauze de ça des ceintures fléchées. Mais ce n'était pas que folklorique, l'affaire. C'était également culturel, avec une portée anthropologique, que l'on trouve ridicule aujourd'hui parce que justement, on n'arrive pas à se saisir tel que nous sommes. C'est-à-dire peut-être de pas si gentilles personnes. Je vais vous montrer donc, j'ai une bonne pile, je ne sais pas si je vais tout vous les montrer, mais tenez. Je vous la remonte, tenez.
Alors, je ne saurais trop vous recommander, en français, la lecture de Fisher, Le rêve de Champlain, et L'Amérique française de G. Lavard, et Les coureurs de bois, toujours de G. Lavard. Cette extraordinaire histoire des Canadiens français et de leurs amis et de leurs frères autochtones. Et Abby Warburg, lui, il s'est guéri de la psychose européenne par l'interprétation du rituel du serpent qu'il a découvert chez les Hopis. On pourrait parler de Castaneda, ça viendra une autre fois. On se demande aujourd'hui si Castaneda n'a pas tout inventé. Mais parfois, la réalité inventée, elle est plus proche du réel qu'on peut même l'imaginer. Alors, je vous remercie d'être avec moi et portez-vous bien. Et à demain, mais peut-être que j'aurais eu envie de vous dire une dernière chose. Étant donné que les événements historiques que nous vivons, et me semble-t-il, beaucoup de gens ne semblent pas réaliser que rien de plus important ni de plus grave n'est survenu en Occident depuis 1945. C'est possible peut-être que tout disparaisse. Mais je vous invite vraiment à regagner vos bibliothèques, à vous recentrer sur votre propre existence, faire attention à vos proches, à vos amis, à vos amours, à vos relations, prendre peut-être beaucoup de distance à l'égard de l'hypnose télévisuelle. Tout le monde se pique de ne plus avoir de TV, comme si c'était nécessaire d'avoir une télévision maintenant. Les écrans, ils sont partout. Je l'ai dit souvent, le Canadien moyen, au début des années 80, passait 27 heures devant son téléviseur. Et au terme d'une vie moyenne de 75 ans, il avait passé 10 ans de sa vie, jour et nuit, devant l'écran. Et que si on lui avait annoncé que lorsque, arrivant sur cette Terre, ce vaisseau spatial qu'est la Terre, il passerait 10 ans de sa vie immobile devant un écran, il aurait sans doute hurlé d'effroi devant cette perspective. Aujourd'hui, ce n'est plus 10 ans. Aujourd'hui, le Canadien moyen passe environ, en incluant les heures de travail, les heures de loisirs, il passe environ 70 heures devant ces écrans, minimum. Alors là, c'est une condamnation à vie. 25 ans devant les écrans. Pendant que les crises, elles, s'aggravent, se multiplient, s'enchaînent aux autres, les unes aux autres. Merci et à demain.